Alors, voilà. Oui, donc, on va vous parler à trois voix, comme le disait Jean-Marie. On m'entend là? Très bien. Oui. De progrès et risques des véhicules autonomes. On vous propose là un panorama assez large, incluant aussi bien des dimensions humaines, écologiques et sociétales. Et donc, je suis Béatrice Cahour et cet exposé se fait avec Stéphanie Cognet de l'Institut VTCOM. Donc, moi, je suis CNRS ICUB à Télécom Paris. Stéphanie Cognet est à l'Institut VTCOM et Jean-Marie Burkhardt à l'Université Gustave Eiffel. On va se centrer là plutôt sur les voitures individuelles ou partagées et les navettes. Donc, on ne vous parlera pas de métro autonome, de train autonome et autres systèmes de transport autonome aujourd'hui. On voulait faire donc déjà un état des lieux des niveaux d'autonomie dont tout le monde ne connaît pas, certains connaissent ça par cœur, mais pour rafraîchir la mémoire, donc au niveau L2, il s'agit d'un autopilote, c'est-à-dire d'un système qui va contrôler la conduite au niveau longitudinal et latéral, c'est-à-dire qui va en général en ligne droite, gérer la vitesse par rapport à la voiture de devant et rester dans la voie. On demande au contrôleur d'être très vigilant parce qu'il va avoir de nombreuses reprises en main, parce que le système est encore assez limité, et il n'y aura pas toujours des alarmes pour signaler ces reprises en main. Ces systèmes-là de L2 sont commercialisés chez Tesla, chez Renault, chez PSA. L3, c'est pour demain. Ça va être un petit peu plus évolué. Le conducteur doit rester vigilant. Les actions du véhicule autonome restent encore limitées et les demandes de reprise en main, on appelle aussi takeover request, donc TOR, seront faites normalement 8-10 secondes avant un obstacle, un événement problématique. Donc là, on est peut-être dans l'horizon 2023, donc c'est vraiment demain. Et la SAE conseille pour ces niveaux L2 et L3, you must constantly supervise. Donc là, le conducteur reste un superviseur et doit rester absolument vigilant. Alors, j'ai un petit problème pour passer. Tout à l'heure, ça marchait. Aïe, aïe, aïe. Ça marchait tout à l'heure. Désolée. Jean-Marie, tu veux le lancer? Oui. Donc, je vais te... On a réessayé à la pause, c'est pas de chance. Ça marchait. Ça marche. Non, ça marche. Ah, d'accord, non, c'est bon. Ok. Donc, au niveau L4 et L5, on a un véhicule, cette fois-ci, on va appeler autonome, alors que c'était du partiellement autonome précédemment. L4, les actions du véhicule autonome vont être élargies. La takeover request va se faire plus en amont et le véhicule se mettra en sécurité quand il y a un problème qu'il ne peut pas gérer. Donc, est-ce que le conducteur pourra dormir? Peut-être, en tout cas, s'assoupir. Et est-ce qu'on sera dans un horizon peut-être 2030? C'est difficile de savoir précisément. Au niveau L5, le véhicule totalement autonome, donc là où le conducteur pourra dormir. Pour les voitures, ça sera peut-être 2050 par là. Et les navettes, ça sera beaucoup plus précocement, hein, c'est presque demain, parce qu'elles sont plus lentes, elles rouleront plus lentement et que les voies qu'elles parcourront seront signalées et sont signalées et seront. Pour les navettes, il y aura des superviseurs distants pour les navettes et pour les taxis robots quand ça sera totalement autonome. Alors, on commence par quels sont les apports actuels des véhicules autonomes et leurs évolutions qui sont en cours.
des évolutions positives qui sont en cours. Un des apports principaux, c'est le confort conducteur. Parce que quand il n'a pas à reprendre en main, les conducteurs ressentent clairement de la détente, du repos. Hein, quand ils sont sur autoroute et qu'il n'y a pas trop de circulation, ou quand ils sont dans un embouteillage, ils se sentent, voilà, l'apport, c'est vraiment cette détente. Ils s'autorisent aussi plus de multi-activités, en tout cas quand ils sont en confiance du système. Ils vont s'autoriser à regarder leur smartphone, etc., même si ce n'est pas encore tout à fait, c'est pas tout à fait légal au niveau L2, pas du tout légal. Et ce confort, il est d'autant plus développé quand ils n'ont pas les mains sur le volant, qui sont autorisés à être donc hands-off, les mains qui ne tiennent pas forcément le volant. Alors ça, c'est pas autorisé encore dans tous les pays. Pour le niveau L2, c'est autorisé aux USA et au Japon, mais ça ne l'est pas encore en Europe. On ne peut pas lâcher les mains, il faut garder au moins une main sur le volant. Alors, on s'est posé la question, mais la loi va peut-être évoluer dans l'autre sens. On s'est posé la question, donc on a réalisé une étude pour comparer cette conduite et les sentiments de confort et autres, hands-off ou hands-on. Un point intéressant qu'on a observé, c'est qu'il y a clairement un lien entre la position physique et les rôles perçus par le conducteur. C'est-à-dire quand ils sont hands-off, sans les mains, ils se sentent clairement très libres, détendus, comme un passager. Ça revient souvent. Et du coup, le rôle ils se sentent moins responsables. Donc, le rôle change un peu, ils se sentent moins responsables de la conduite, comme s'ils étaient passagers. Et ils supposent que le véhicule va davantage gérer les difficultés. Mais quand on regarde le risque, aussi bien le risque objectif que le risque perçu, il est supérieur à hands-on, clairement. Ça, c'était une étude en simulateur dynamique et les résultats étaient assez clairs. Donc, pas vrai? Ah, je suis bien sautée. Ça marche un peu, ça marche. Bon, Jean-Marie, il vaut peut-être mieux que tu reprennes. Yes. Désolée. Voilà, Jean-Marie va relancer. Ah, la technique. Autrement, je mets sans le diaporama. Je projette sans diaporama. Ah, vas-y. Je te fais ça quand tu peux changer. Ou je te fais. Donc là, on va prendre un peu de retard. Heureusement, on a 1h15 à chaque fois, donc on a prévu assez large pour les discussions. Oui, alors là, celle d'avant. Voilà. Non, oui. Voilà, j'en étais là. Donc voilà. Donc vous voyez un exemple là sur la droite. La confiance s'installe rapidement en fait et augmente avec l'expérience. Ça, c'est au niveau L3. Donc c'est une étude du projet ANR Autoconduct et Hensley le montrait déjà. Donc au début de la conduite, vous voyez cette personne qui en L3, on lui a autorisé hein, là, dans cette étude-là à enlever les mains. Et c'était un Wizard of Oz, donc avec un conducteur caché. Elle croyait que c'était un véhicule autonome. Donc, on la voit bien tendue à serrer les poings et à regarder bien la route au début. Et 15 minutes plus tard, elle est en train de regarder à droite, de tapoter sur son écran, d'avoir de la multi-activité. OK. Donc, on voit... Non. Donc, on voit que ce confort,
Très bien, très confortable, mais un risque de surconfiance et aussi, plus globalement, un risque d'augmentation de l'autosolisme et donc d'augmentation du trafic, parce que je suis très bien dans ma voiture et même quand je suis en embouteillage, je peux travailler. Donc, le risque, c'est que les personnes prennent de plus en plus leur voiture personnelle de façon étant seule dans la voiture et du coup, au niveau de la congestion, ça risque de ne pas améliorer les choses. Donc, en ce qui concerne Je passe la l'évolution... parole à Stéphanie. Stéphanie, on ne t'entend pas là. Ah, vous ne m'entendez pas du tout? Non. Personne ne m'entend? Oui, moi j'entends. Ah bah si. Parfait. Donc, en ce qui concerne l'évolution de la sécurité... Non, on t'entend pas. Sans masque, on n'entend pas. Donc, en ce qui concerne l'évolution de la sécurité, ce qu'on peut observer effectivement, c'est qu'il y a des études de plus en plus précises sur les phases de transition qui ont permis donc de relancer aussi tout un pan d'activité en psycho-ergo. Alors, pourquoi c'est important de travailler ces phases de transition? C'est principalement lié au risque d'accident, notamment pour les niveaux 2 et 3, qui sont liés aux limitations du système actuel. Enfin, ce système, comme vous l'a dit Béatrice, il nécessite une reprise en main dans les situations critiques. Et ces situations critiques, aujourd'hui, elles sont nombreuses. Ça peut être, par exemple, une perte de marquage au sol, parce que les lignes deviennent invisibles. Ça peut être aussi dans le cadre de courbes, une météo aussi un peu fluctuante, les feux rouges, les accélérations brutales, une voie qui se divise en deux, une confusion de mode aussi, parfois. Le comportement des autres qui n'est pas toujours programmable et prévisible. Et puis, on l'observe aussi en ville, sur les ronds-points des nationales, qui demandent du coup une reprise en main. Et puis aussi, un sentiment un peu confus parfois lorsque le véhicule double un camion et le comportement n'est pas forcément celui du conducteur lambda. Alors, cette reprise en main du véhicule, elle a été étudiée selon surtout 3 aspects. Alors, en termes de temporalité, combien de temps il faut laisser au conducteur pour reprendre la main. En termes de qualité aussi, c'est pas parce qu'on pose les mains, alors contrairement en reprise en main, c'est pas parce qu'on pose les mains sur le volant qu'on reprend le contrôle de l'activité de conduite. Donc ça a été fortement travaillé. Et puis aussi, selon l'activité en cours, voilà, je ne vais pas reprendre la main de la même manière si j'étais en train de lire ou si j'étais en train de penser à des choses, etc. Donc tout cela, en fait, ça nécessite une remobilisation cognitive et corporelle et puis une conscience de la situation, comme ça nous a été présenté d'ailleurs dans le premier exposé. Sur la suite de la diapo, voilà. On a des études qui ont montré que plus le budget temporel est court et plus les conducteurs réagissent rapidement. Mais ce qu'on observe, par exemple, c'est si on leur laisse 4 secondes pour reprendre la main, on a quand même 26% de collisions. Donc, ce qui montre bien qu'on est bien sur une reprise en main, mais pas une reprise en contrôle. Et puis, on observe aussi une variabilité interindividuelle du temps de reprise en main. Là, vous avez ici un exemple de perte de marquage au sol où la personne donc, doit reprendre la main. On voit effectivement autour de 3-4 secondes. Bon, on a quand même la majorité des participants qui sont capables de reprendre la main, mais cette variabilité interindividuelle qui peut aller jusqu'au-delà de 10 secondes. Donc l'enjeu pour nos recherches, c'est vraiment de développer des systèmes pour garantir la qualité de la reprise en main. Et donc sur la slide suivante, donc on a aussi tout un pan de recherche là, sur le développement des interfaces homme-machine et du monitoring. Alors avec plusieurs études qui montrent que le développement de cette interface de reprise en main, elle doit être progressive, pas à pas. Alors, dans les faits, effectivement, il y a un vrai besoin qui est exprimé là-dessus. Et effectivement, c'est plus simple si on nous dit mettez les mains sur le volant, mettez les pieds sur les pédales, etc. On nous guide. Mais dans les faits, on se rend compte que c'est plus facile à mettre en œuvre donc sur des reprises en main qui sont planifiées, c'est-à-dire qu'on sait qu'on va sortir d'une zone de couverture d'autonomie, qu'on va devoir reprendre la main, que lorsque ce n'est pas planifié, c'est-à-dire en cas d'incident qui n'était pas prévu. En complément de ces études sur les IHM, il y a toutes les études aussi sur la question du monitoring du conducteur qui donc permettent de mettre en évidence l'état de ce conducteur, alors via un monitoring des états internes, c'est-à-dire est-ce que je suis en train de m'endormir, est-ce que je suis en train de faire du vagabondage de la pensée, etc. Sur du monitoring des postures et aussi du monitoring des stratégies visuelles. Donc l'idée, c'est de savoir
ok, je rends la main au conducteur, mais est-ce il a toute son aptitude pour reprendre la main? Et donc, ces systèmes de monitoring, ce qu'on a pu voir dans le projet autoconduct, c'est que la plupart des conducteurs, ils sont plutôt favorables à ce système, particulièrement lorsqu'ils sont fatigués, parce que c'est un peu une soupape quoi, pour cette reprise en main. Puis la majorité d'entre eux préféreraient être informés avec un pictogramme spécifique de leur état, c'est-à-dire de savoir spécifiquement qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce qui fait qu'ils ne sont pas complètement opérationnels pour reprendre la main. Ensuite, si on peut juste faire apparaître toute la slide. Je pense qu'il y a une petite erreur d'animation. Merci. Ensuite, un autre pan d'étude qui est intéressant, c'est la question de la formation à cette conduite autonome. Dans le cadre d'une étude, aussi toujours dans ce projet autoconduct, on a comparé 3 types de formation avant que le participant conduise de manière autonome sur route ouverte par véhicule magicien d'Oz, donc qui simulait la conduite autonome. On a comparé des participants qui recevaient une formation papier, 2 participants qui recevaient une formation vidéo et une formation pratique où ils roulaient effectivement sur route ouverte pendant une dizaine ou une quinzaine de minutes. Ce qu'on observe, c'est qu'il n'y a pas d'effet de la formation sur le niveau de confiance dans le véhicule autonome. Ce n'est pas parce qu'on a déjà pratiqué qu'on va avoir un niveau de confiance plus élevé. Et il n'y a pas non plus d'effet de cette formation lors d'une reprise en main non urgente. C'est-à-dire que chacun a le temps de reprendre la main et le fait correctement. En revanche, ce qu'on observe, c'est qu'il y a un effet positif de cette formation pratique lors d'une reprise en main urgente. Comme vous pouvez le voir donc, sur ce graphique, effectivement, le temps de réaction pour la reprise en main, il va être inférieur lorsque les personnes ont eu une formation pratique. D'où l'intérêt donc de former, trouver le moyen de former en fait les futurs conducteurs à cette conduite autonome. C'est moi qui prends la main à présent. Donc, pour continuer, on a vu un certain nombre de points qui sont présentés comme effectivement des apports, des améliorations et sur lesquels il y a encore des travaux à faire. Alors, il y a un point qui est finalement un peu plus discuté, en tout cas aujourd'hui, ça l'était probablement beaucoup moins avant, qui est est-ce que la mise en œuvre du véhicule autonome va permettre d'améliorer la sécurité ou au contraire ne risque pas d'entraîner une augmentation du risque. Alors il y a deux principaux arguments qui sont avancés, notamment dans la littérature, pour essayer de soutenir cette hypothèse d'une amélioration de la sécurité. Le premier argument, et quand je parle d'amélioration de la sécurité liée au véhicule autonome, évidemment, il faut prendre en compte aujourd'hui non seulement le véhicule autonome lui-même, mais le fait que dans ces évolutions récentes, c'est un véhicule qui va être connecté et éventuellement qui va être connecté. Plusieurs véhicules pourront interagir, être connectés les uns avec les autres, et il y aura également la possibilité d'avoir des connexions entre le véhicule et des objets au niveau de l'infrastructure, de façon à renforcer les informations utiles pour gérer le véhicule. Alors, le premier argument principal, c'est la suppression de l'erreur humaine, dans la mesure où elle est aujourd'hui, à partir des analyses d'accidents, fortement associée à l'accidentologie routière. Par exemple, aux États-Unis, sur les données d'accidentologie, on estime qu'il y ait autour de 94% d'implication d'une erreur du conducteur dans les phases finales qui amènent à une situation d'accident. Alors, toutefois, ces erreurs peuvent être de différents ordres, ce qui amène à souligner le fait que quand on parle d'automatisation, il faut aussi analyser plus finement le type de fonctions qui sont automatisées. Et notamment dans l'analyse des accidents, on voit que dans un tiers des cas, l'erreur qui va être introduite dans la séquence finale est plutôt de l'ordre de la perception ou d'une incapacitation temporaire à percevoir une information. Dans 41% des cas, une erreur sera plutôt de l'ordre de la planification et de la décision, ou alors il s'agira d'erreurs d'exécution ou de prédiction. Alors, le second argument, c'est la supériorité du véhicule autonome. Alors évidemment, un véhicule autonome ne boit pas, a priori il n'est pas distrait, et même s'il roule longtemps, il ne fatigue pas. Et toujours dans la lignée aussi d'un certain nombre de travaux, on peut penser
à la liste des items qui avait été développée dans les années 50 par Paul Fitts, hein, sur la comparaison en termes de performance entre l'homme et les systèmes et les machines. On estime qu'il y a un certain nombre de performances qui sont supérieures au niveau du conducteur par rapport au conducteur humain, avec une perception plus rapide et plus étendue de l'environnement grâce aux capteurs, une planification plus précise des manœuvres et une meilleure exécution. Alors, cependant, il faut avoir en tête effectivement que la route est un système complexe où interagissent de nombreux véhicules et des usagers aux caractéristiques et aux comportements variés. Et dans ce contexte-là, évidemment, et dans des configurations variées, la valeur ajoutée de l'automatisation peut amener à poser problème, sauf si l'on considère évidemment qu'au niveau du trafic, on n'a que des véhicules autonomes. Alors, comme on l'a vu tout à l'heure en introduction, n'avoir que des véhicules autonomes, ça voudrait dire des véhicules de niveau 4 ou de niveau 5. Et donc, ce n'est pas forcément tout de suite que cela va arriver, ce qui amène donc des auteurs à poser la question de est-ce que finalement le véhicule autonome, il présente des bénéfices énormes potentiels en termes de sécurité, mais aussi des risques tout aussi importants du point de vue de la sécurité. Alors, pour aller dans ce sens-là, et pour essayer de commencer à répondre à cette question de est-ce qu'il y a une amélioration de la sécurité, plusieurs auteurs se sont penchés finalement sur ces performances de conduite pour essayer d'analyser les performances de conduite du véhicule autonome relativement aux performances de conduite telles qu'on peut les observer aujourd'hui sur la route. Et même si il est difficile d'établir des éléments factuels. Alors, c'est Hensley, déjà, dans un papier, dans une présentation qu'il avait fait il y a quelques années, qui s'était intéressé aux données disponibles auprès des constructeurs pour regarder finalement la distance moyenne qui est parcourue par un véhicule en mode autonome avant de nécessiter une reprise en main. Et donc en 2017, ou c'était en 2017, pour les véhicules les plus performants, donc, qui étaient ceux développés chez Waymo, on arrivait à peu près à 5600 miles, ce qui fait à peu près 9000 km. Donc en moyenne, un véhicule autonome est capable de conduire 9000 km avant qu'il y ait nécessité d'une intervention du conducteur, soit à la demande du système parce qu'il a détecté un dysfonctionnement, soit parce que le superviseur estime qu'il y a un danger et que le véhicule n'est pas à même de gérer cette situation. Alors, on peut comparer évidemment cette distance avec le fait que si on regarde les données d'accidentologie américaine, cette fois-ci, tout véhicule confondu, donc on est plutôt sur un niveau bas, puisque si on enlève les motos, on va faire remonter la performance. Si on est sur un niveau bas, un conducteur, il va parcourir en moyenne 4 212 000 km, 212 942 km avant d'avoir un accident. Donc, on est très loin des 9000. Et si on regarde en termes de décès, qui reste finalement un événement rare, malheureux mais rare, il faut attendre en moyenne 153 millions de kilomètres, plus de 153 millions de kilomètres avant d'avoir un accident. Autrement dit, finalement, le système routier, le conducteur est relativement performant pour garantir un bon niveau de sécurité sur la route. Et donc, il y a une marge importante du point de vue de la sécurité à avoir avec un véhicule autonome. Alors, pour continuer, pour essayer quand même d'avancer sur cette question-là, Blanco a étudié, et donc c'est le schéma en bas à gauche, les données d'accidents qui ont pu être recueillies à partir du projet Google. Et sur la base, donc à l'époque, d'environ 2000 km parcourus en mode autonome, et dans lequel il a été donc analysé 11 accidents de 2009 à 2015. Et il a comparé ces données aux données issues d'un projet de conduite naturalistique qui a été développé donc aux États-Unis.
et les données nationales d'accidents reportées par la police, toujours aux États-Unis. Et le principal, donc c'est ce qu'on voit sur le graphique en bas à gauche, le principal résultat qui nous intéresse ici, c'est qu'en réalité, on observe d'un point de vue quantitatif une très faible supériorité en termes d'accidents par distance parcourue, surtout au niveau 3, c'est-à-dire le niveau 3, level 3 ici, qui représente en fait une catégorie d'accidents qui sont des accidents légers, qui ne nécessiteraient pas normalement une déclaration à la police ou à l'assurance, c'est-à-dire qu'il y a quelques dégâts matériels. Mais si on regarde sur les autres, sur les autres catégories de crash, on n'a pas de supériorité évidente, très très légère. Qui plus est, cette supériorité statistiquement ne permet pas de conclure parce que, eh bien, en fait, l'intervalle de confiance des taux d'accident pour le véhicule autonome recoupe largement celui que l'on peut observer pour les accidents en conduite manuelle, essentiellement du fait de l'exposition très limitée en nombre de kilomètres des véhicules autonomes. Ce qui amène d'autres auteurs, et c'est le graphique en bas à droite, notamment ici issu de la publication de Calra et Paddock, à se poser la question de savoir combien de kilomètres sont nécessaires en termes de kilomètres parcourus pour pouvoir conclure que le véhicule autonome va permettre d'apporter un bénéfice en termes de sécurité sur la route. Donc, pour pouvoir démontrer ce bénéfice en termes de sécurité. Et donc, si on compare les données issues de la comparaison des données de l'accidentologie routière, en fait, le constat est clair. Si on voulait démontrer que le véhicule autonome permet d'avoir 20% d'accidents en moins, eh bien, la démonstration statistique nécessiterait de parcourir environ 11 milliards de miles, ce qui correspondrait pour une flotte de véhicules autonomes testés 24 heures sur 24, 365 jours par an et roulant en moyenne à 25 miles par heure, d'environ 518 ans. Si c'était simplement, et ça c'est par le jeu de la statistique, une différence de 5%, donc si on améliorait de 5% la sécurité, eh bien là, il faudrait 215 milliards de miles, c'est-à-dire à peu près 10 000 ans dans les mêmes conditions. Donc il est important, enfin la conclusion, c'est que si on veut vraiment démontrer cette sécurité, il faudra que le gap soit extrêmement fort, c'est-à-dire que ce n'est pas un gain de 10-20% qu'il faut avoir en termes de sécurité, c'est plutôt aux alentours de 70, 80 ou 90%. Et d'autre part, on ne peut pas attendre 10 ans, 20 ans, 30 ans en test pour autoriser. De toute façon, ça sera probablement autorisé avant. Et donc, il est important de développer des méthodes d'évaluation alternatives pour répondre à cette question des situations difficiles et de l'amélioration de la sécurité. Alors, dernier point sur cette question, comme vous pouvez le voir sur le tableau à gauche, en 2019, il y a eu 73 collisions avec des véhicules autonomes aux États-Unis, en particulier en Californie, donc qui est un État qui a la spécificité de pouvoir, enfin, d'avoir autorisé des expérimentations. On voit que le nombre est croissant hein, depuis 2015 jusqu'à aujourd'hui 2019. Et donc, des auteurs se sont intéressés à l'analyse de 168 accidents de véhicules autonomes. Et ce qui est intéressant, c'est que ça montre d'une part qu'on est dans des situations qui sont plutôt complexes. Dans 98% des cas de ces accidents, ça implique un autre usager. La grande majorité, 62% des collisions, sont des collisions par l'arrière ou des collisions latérales. Alors, on se concentre beaucoup sur la détection d'obstacles, mais in fine, on voit qu'aujourd'hui, on est plutôt sur des collisions par l'arrière. 78% une intersection, et dans 24% des cas, c'est précédé d'une reprise en main, soit du fait de la détection d'actions imprudentes d'autres usagers de la route, soit du fait d'un inconfort vécu par le conducteur qui, à ce moment-là, préfère ne pas déléguer la conduite au VA.
Alors, je ne vais pas m'étendre plus là-dessus parce que un des intérêts, c'est que ça permet aussi d'analyser en fait des situations critiques sur lesquelles aujourd'hui il faut réfléchir pour pouvoir améliorer la situation. Et pour passer la parole à Stéphanie, donc, on remarque aussi que 13% de ces accidents impliquent des usagers vulnérables, vélos, scooters, motos, piétons, etc. Donc oui, effectivement, on va faire un petit focus sur la question des usagers vulnérables, qui sont aussi une autre interrogation hein, autour des recherches sur le véhicule autonome. Il y a beaucoup d'études aujourd'hui, effectivement, sur la question du piéton. Il y en a peu encore sur la question des cyclistes et des motards. Mais finalement, au niveau du piéton, même des usagers vulnérables au sens large, hein, il y a une double problématique. La première, elle est du point de vue du véhicule. C'est la question de la perception du véhicule. Ce véhicule doit tout percevoir et dans toutes les conditions. On le voit effectivement sur un des accidents Uber hein, qui a malheureusement percuté un piéton qui tenait son vélo à la main pour traverser et de nuit, qui a eu une mauvaise effectivement détection liée effectivement donc à la condition de nuit, mais aussi au fait que le piéton ne ressemblait pas à un piéton et le cycliste ne ressemblait pas à un cycliste, puisque ce n'était pas quelque chose qui était prévu. Donc ça veut dire que le véhicule il est censé normalement pouvoir détecter un piéton, un cycliste, un motard, quelles que soient les conditions, quels que soient leurs vêtements et quel que soit ce qu'ils peuvent porter chez eux, qui globalement va changer la forme en fait du piéton. Donc ça, c'est la problématique côté véhicule. Côté piéton, ce qu'on observe dans les études, c'est qu'il y a beaucoup de besoins qui sont verbalisés par ces piétons face à une interaction avec un véhicule autonome. Et ils ont besoin de s'assurer que le véhicule ralentit juste avant de s'engager. Alors c'est vrai pour le véhicule autonome, c'est souvent vrai aussi hein, pour le véhicule conventionnel. Ils ont besoin de savoir que c'est un véhicule automatisé pour enlever un peu une part d'incertitude dans cette interaction. Et puis ils ont besoin surtout de retrouver une communication non verbale qu'ils connaissent aujourd'hui avec le conducteur, notamment dans les situations d'incertitude de traversée, puisque c'est un facteur clé de décision dans près de 40% des situations qu'on avait pu observer dans une étude naturalistique. Finalement, c'est ça. C'est dans l'incertitude. Aujourd'hui, je peux regarder dans les yeux du conducteur et ces yeux permettent de me dire si je peux y aller ou pas. Demain, il n'y aura plus personne derrière le volant. Donc, comment je fais pour retrouver ce facteur de réassurance quelque part? Côté piéton aussi, on a eu pas mal aussi d'entretiens de focus group sur cette question-là et on a observé beaucoup aussi de surconfiance, témoignages de risques projetés quasiment. Ce qu'ils nous disent, c'est que comme il est autonome, il va forcément s'arrêter. Donc, je peux traverser. J'ai moins de risques peut-être. Et aussi, quelle que soit la couleur du feu, quelque part, parce que de toute façon, il va me détecter, il va s'arrêter. On a d'autres participants aussi, alors surtout les jeunes, qui nous disent j'essaierai au moins une fois au début hein, de mettre le pied sur la chaussée pour m'assurer que le véhicule va s'arrêter. Donc, il y a un peu de cette question de la surconfiance qui restera à traiter. Sur la slide suivante, une des recherches justement sur cette question des usagers vulnérables qui est en cours, c'est la solution peut-être, pas sûr, de l'IHM externe sur le véhicule autonome. Donc ces travaux sont issus, en fait, il y a eu beaucoup de choses là depuis 5-6 ans hein, sur la question, du fait de travaux de recherche, mais aussi de travaux de normalisation conjoints entre les chercheurs et les industriels et équipementiers, constructeurs automobiles, etc., sur cette question-là. Donc, ce qui a été assez exclu assez rapidement, au début, on voyait beaucoup d'IHM externes avec des messages qui disaient aux piétons qu'ils pouvaient traverser, etc. Ça a été très vite abandonné, hein, ce guidage spécifique, pour deux raisons. C'est que d'abord, c'était rejeté par les piétons, les participants qui nous disaient moi, j'ai pas envie qu'un véhicule, un robot me dise ce que je dois faire. Aujourd'hui, je traverse en prenant connaissance de toutes les informations de l'environnement et c'est moi qui décide. Donc, le guidage, ça ne les intéressait pas. Et puis, il y avait un problème aussi d'adressage, puisque je peux traverser, oui, mais est-ce que c'est moi qui peux traverser ou est-ce que c'est le piéton qui est en face? Donc, ça posait vraiment ces problèmes-là. Du coup, on est parti plus sur la communication d'état et d'intention du véhicule, en fournissant donc une information plus générique qui n'est pas adressée et qui normalement ne prête pas à confusion.
Ce qui reste quand même sur cette question, c'est la compréhension des messages, d'où l'intérêt effectivement de la normalisation et de la réglementation pour homogénéiser entre les véhicules cette communication et éviter d'avoir une rue un peu en sapin de Noël avec des choses qui clignotent et des informations qui sont très différentes pour dire la même chose. En tout cas, ce qu'il faut retenir sur ces études, c'est qu'on n'a aujourd'hui pas vraiment d'arguments qui montrent un réel gain de sécurité lié à cette IHM. Sur certaines études, il y a effectivement un gain, sur d'autres, il n'y en a pas. Ce qu'on note quand même, c'est que malgré tout, les feedbacks sont très positifs des participants dans ces études qui disent oui, on a besoin de ça, c'est très bien, parce que ça améliore leur acceptabilité et leur confiance, surtout dans le véhicule autonome. Alors dans un premier temps, peut-être pas à terme, mais dans tous les cas, si effectivement on n'a pas ce gain de sécurité, on l'a sur la confiance, mais ça nécessite encore aujourd'hui de développer des études naturalistiques, puisqu'on en a vraiment très peu pour l'instant, et aussi avec plusieurs usagers, puisque les situations qui aujourd'hui sont étudiées sont relativement simples et ne reflètent pas la complexité de l'environnement de conduite. Alors, pour continuer sur les risques, et pour résumer les risques qui sont plutôt, on va dire, de l'ordre de l'humain, on a les risques évidemment qui sont liés à l'exposition à des situations critiques dans le cadre d'un véhicule autonome, avec le fait que l'augmentation des activités hors conduite, l'attention et la vigilance peuvent devenir moindres aussi. Il y a des études qui montrent effectivement que plus l'automatisation augmente, plus l'activité hors conduite augmente. Et donc ça, c'est sur simulateur, mais aussi des études sur route. Et puis, il y a aussi une dimension qui est liée à ces nouveaux types d'activités. La photo sur la droite en haut l'illustre un peu, où on va avoir des assises et des positions dans l'habitacle qui vont être différents. Et ces positions, évidemment, elles vont avoir un impact sur les systèmes de sécurité passive en cas de choc, en cas de freinage brutal, qui seront probablement pas, enfin, c'est pas probablement, hein, les premières études montrent que du coup, ils seront moins optimaux du point de vue de la protection de l'usager. Alors, un deuxième point aussi qui va arriver très vite, c'est les freinages d'urgence, notamment dans les navettes, avec le risque de chute. L'expérimentation a été arrêtée en 2020 suite justement à la survenue d'une chute avec des conséquences en termes de blessures. Et également, en cas de freinage, les collisions par l'arrière dans la navette. Et puis, ces risques de chute, on peut noter qu'ils ont aussi un impact sur l'acceptation, par exemple en termes d'inconfort perçu ou de sentiment d'insécurité. Il y a un deuxième aspect qui n'est pas lié à l'accidentologie, mais qui est celui du mal des transports, alors qui est déjà bien connu dans les véhicules, on va dire, conventionnels, hein, et tout type de véhicules, hein, mal de mer, mal de l'air, mais et donc qui repose sur l'idée, en tout cas les théories qui cherchent à expliquer ce mal des transports reposent sur l'idée d'un conflit sensoriel entre différents sens ou à l'intérieur d'un même sens, ou sur une défaillance du point de vue du contrôle postural. Hein. C'est les deux théories qui s'opposent aujourd'hui, grosso modo. Et ce conflit dépend de plusieurs facteurs, des caractéristiques individuelles. On est plus ou moins susceptible avec l'âge quand on est jeune ou quand on est âgé. Les femmes sont plus exposées que les hommes. L'habitude, l'état de fatigue qui a un aspect, etc. Les caractéristiques de l'habitacle, l'activité, lire, travailler, et la conduite et le type de trajet parcouru. Donc, sur ce mal des transports, aujourd'hui, ce qu'on peut dire, c'est qu'il n'y a pas de solution miracle. Et s'il y a certains facteurs qui sont liés à l'individu, hein, qui sont liés à la personne, il y a aussi des choix de conception qui peuvent impacter très fortement la probabilité de survenue de ce mal des transports, et notamment le sens d'avancement, les limitations de la perception visuelle du mouvement, etc. Alors, après les risques humains, on s'est intéressé aussi à essayer d'élargir aux risques liés à l'environnement, qui sont quand même très fortement aussi associés aux véhicules autonomes, notamment à travers l'idée que le véhicule autonome offre une opportunité pour l'électrification
du véhicule. Alors, c'est bien, je dis bien une opportunité, ce n'est pas obligatoire. On peut très bien faire des véhicules autonomes avec une motorisation thermique ou une motorisation hybride. Alors, il faut avoir en tête que globalement, l'état des lieux aujourd'hui est assez mauvais. Le transport représente 31% de la consommation d'énergie en France. Les déplacements, c'est 939 milliards de voyageurs kilomètres et qui sont essentiellement liés au transport individuel, 80%. Et on a en France 32 688 000 véhicules. Alors, ces activités ont un coût du point de vue de l'environnement. C'est qu'aujourd'hui, et donc d'où l'intérêt peut-être d'aller vers le véhicule autonome et l'électrification, c'est que en termes d'empreinte carbone, donc qui est le premier point, on va avoir, le coût des transports représente en France 41% des émissions de gaz à effet de serre, ce qui est relativement beaucoup et qui est lié aussi au fait qu'on utilise le nucléaire pour la production électrique, ce qui explique les différences quand on calcule ça au niveau mondial. Et cette répartition, elle est essentiellement liée aux véhicules particuliers. Prochain. Alors, si on regarde donc cette empreinte carbone, on peut constater qu'effectivement, du point de vue du véhicule électrique, il y a une supériorité en termes de production de gaz à effet de serre pendant la phase d'utilisation, donc pendant la phase de conduite, mais que ce bilan, alors d'une part selon l'origine, comme je disais tout à l'heure, en France, l'électricité est essentiellement d'origine nucléaire, et donc elle produit peu de gaz à effet de serre. Dans d'autres pays où l'électricité est produite par du charbon, par du fioul, etc., l'électricité en elle-même a un impact carbone beaucoup plus important et relativise du coup l'intérêt de l'électrification. Alors, par contre, l'électricité a un bilan en termes de toxicité humaine et écologique beaucoup moins bon, enfin moins bon que le véhicule thermique du fait des batteries notamment et des infrastructures. Et donc, le bilan objectif est difficile et aujourd'hui, il est nécessaire de prendre en compte l'ensemble du cycle de vie, donc la production des véhicules et des dispositifs qui sont nécessaires pour la gestion du trafic, l'utilisation du véhicule, évidemment, et puis la fin de vie et le recyclage, qui est également ont un coût en termes d'empreinte carbone, avec la prise en compte de tous les systèmes impliqués, l'infrastructure numérique lorsqu'on raisonne en termes de véhicules connectés, etc. Alors, en termes de consommation de matières premières, le bilan n'est pas très bon non plus, avec des métaux et des terres rares et un impact fort de l'extraction de ces matériaux. Avec ensuite, autre aspect, c'est tout ce qui est lié à la gestion des déchets. Et aujourd'hui, les travaux qui s'intéressent à ça mettent en évidence aussi que là, il y a des marges de manœuvre importantes et beaucoup d'interrogations, puisque finalement, en termes de le risque environnemental, il est lié fortement au trafic, au poids des véhicules et à la distance parcourue. Donc, le bilan peut être bon ou mauvais, suivant l'évolution du trafic, et notamment avec le développement potentiel de l'autosolisme, les parcours à vide, l'amélioration des congestions, et on peut s'attendre aussi éventuellement à des effets rebonds liés à l'amélioration technique, qui va amener à rajouter des nouvelles fonctionnalités, des nouveaux services du fait de la disponibilité technique des infrastructures. Voilà. Alors, moi, je vais terminer au niveau des risques sur les risques sociétaux. Déjà une interrogation. Tu peux fermer ton... Ah, merci. On bricole techniquement. Merci Aurélie. Une interrogation sur
Sur les pertes d'emploi, notamment perte d'emploi des chauffeurs actuellement de navettes et des taxis qui vont devenir des futurs taxis robots, au moins en partie, quand on sera au niveau 4-5. Alors, est-ce qu'il y aura des reconversions possibles? C'est une question très importante. Il est sûr qu'on aura de nouveaux besoins de métiers pour la supervision distante, donc des superviseurs distants, notamment pour les navettes et pour les taxis robots, parce que, évidemment, c'est un facteur de réassurance pour les utilisateurs de ces navettes et de ces taxis robots, de pouvoir communiquer avec un superviseur distant dès qu'il y a un problème. Il y aura des besoins, évidemment, en maintenance électronique, parce que ces systèmes vont tomber en panne. Il y aura des besoins très largement aussi en maintenance des infrastructures, parce qu'on l'a vu, notamment les lignes sur les chaussées sont essentielles pour que le véhicule se repère. Il y aura aussi du V2I, de la communication du véhicule à l'infrastructure, par exemple au feu, à différents autres éléments de l'infrastructure. Donc, il y aura une maintenance indispensable. Il y aura des besoins de nettoyage, parce qu'actuellement, c'est les taxis, les chauffeurs qui nettoient notamment leurs taxis ou leurs navettes quand il y a un problème. Et on sait que ça, c'était un facteur de non-usage pour l'autolibre, par exemple, qui était toujours très, très sale et qui posait problème. Bon, est-ce que ces nouveaux besoins compenseront la perte d'emploi des chauffeurs? Ça reste une question ouverte. Au niveau de l'équité sociale, alors le coût d'une voiture individuelle plus ou moins autonome va augmenter. Pour l'instant, par exemple, au niveau L2, vous pouvez acheter un système d'autopilote pour environ 1 000 €. Mais au niveau L3, ça sera plus cher, au niveau L4, ça sera encore plus cher, et au niveau L5, ça sera encore plus cher. Donc, ça sera quand même des produits de luxe. Au niveau des prix des modes partagés sans chauffeur, comme les navettes et les robotaxis, on ne sait pas trop. Il est probable que les prix soient équivalents aux prix qui sont actuels. Pour la privacité, pour la sécurité des modes partagés, il y aurait besoin de contrôle vidéo. Bon, évidemment, ça va poser le droit à l'image, la question du droit à l'image. En tout cas, la législation va évoluer à ce niveau-là. On ne sait pas encore exactement comment, mais il est certain que les vidéos, si vidéo il y a à l'intérieur, par exemple des taxis robots ou des navettes, elles devront être effacées très rapidement. En conclusion, alors, on voulait insister en conclusion sur le caractère systémique de l'évolution de ces véhicules partagés. Du coup, la prévisibilité en est complexe. Comment ça va évoluer, on ne le sait pas exactement. C'est difficile donc de donner des dates et de voir exactement comment ça va. Donc, vous voyez tous ces facteurs-là qui sont très intriquement mêlés les uns aux autres et qui sont interdépendants. Font que, bon, par exemple, les usages et le confort vont dépendre, entre autres, de la fiabilité technologique des véhicules, du développement des services, donc ça va dépendre des politiques publiques notamment, mais pas que, des coûts, donc des modèles d'affaires qui vont être établis par rapport à ces nouveaux systèmes de mobilité. Ensuite, on a parlé beaucoup de risques. Est-ce qu'il y a des solutions envisageables pour ces risques? Au niveau du risque accident que Jean-Marie a développé, il faut évidemment continuer à développer des travaux psycho-ergo sur la prise et la reprise en main. La prise en main, c'est-à-dire toutes ces questions d'apprentissage, de formation, Stéphanie a bien dit que c'était essentiel. Et pour la reprise en main, ces questions de gestion de l'attention quand il y a reprise de contrôle, etc., de surconfiance, on l'a mentionné également, et aussi les alertes, donc les modes de présentation de ces alertes pour qu'elles soient effectivement perceptibles, parce qu'il y a de plus en plus d'alertes dans tous les sens dans la voiture, donc encore faut-il concevoir des alertes qui soient perceptibles et compréhensibles par les utilisateurs. Au niveau du risque des emplois, il s'agit pour nous d'étudier l'évolution des métiers, en fonction des besoins de ces futurs utilisateurs, notamment pour la réassurance, via un superviseur. Une étude sur le futur taxi robot autonome a montré combien c'était important pour les personnes qu'il y ait ces facteurs de réassurance quand ils partagent en fait un véhicule petit avec des inconnus et sans chauffeur, le chauffeur ayant
pour l'instant ce rôle quand même de réassurance, de coordination, etc. Pour le risque environnemental, ça dépend moins de nous, mais il faut aller vers les modes partagés. Donc ça sera possible quand on sera au niveau 4-5 pour les navettes T1, avec des voitures légères et des systèmes optimisés énergétiquement. Pour terminer sur une note positive, quels seront les apports des futurs véhicules totalement autonomes? Donc quand on sera demain au niveau L4-5, pour les navettes autonomes, ça se pose différemment de la voiture. Donc déjà, pour les navettes autonomes, demain, on sait qu'en cours, il y a énormément d'expérimentations en France, une trentaine, et partout ailleurs dans le monde. Cela permettra un transport plus adaptable, plus flexible et à la demande. En gros, les navettes, ce seront des petits bus, donc avec des trajets prédéterminés. Mais voilà, quand il y aura 2-3 personnes dans une navette aux heures creuses où les bus sont moins fréquents, la navette pourra partir et donc ça permettra quand même plus de flexibilité et un transport plus à la demande, même si c'est sur des trajets prédéfinis. Donc en général, les navettes, c'est pour des trajets courts, pour relier aux aéroports, aux centres de santé, aux gares, sur des sites privés industriels, sur des campus universitaires. Et ça se fait avec des variétés de conditions météorologiques et géographiques, à Helsinki par exemple ou à Val Thorens. Donc ces petites navettes passent un peu partout et par tous les temps. Alors on a des exemples à Lyon, à Hong Kong, aux Pays-Bas, pour les JO de Tokyo. Ces navettes autonomes se multiplient déjà aujourd'hui. La législation évolue également au niveau des navettes. En 2022, notamment, il va y avoir des lois assez importantes concernant les navettes et ils devraient permettre d'augmenter leur vitesse jusqu'à 50 km/h avec une vitesse moyenne prévue à 20 km/h. Donc, elles seront là demain parce qu'il y a cette vitesse qui est bien moindre que pour la voiture et parce que c'est des trajets prédéfinis et signalés. Pour les navettes, il y aura, on va voir comment évolue la loi, mais normalement un superviseur qui sera obligatoirement présent dans le véhicule, c'est le cas de la plupart des expérimentations aujourd'hui, ou un superviseur distant qui pourra intervenir à voir exactement comment, par quels moyens. Plus tard, et pour terminer sur cela, peut-être en 2050, donc les voitures autonomes complètement niveau 4-5 permettront un développement de l'autopartage, donc des véhicules en libre service et du robotaxi. Robotaxi qui peut se faire en partagé ou en solo. Donc ça permet quand même un service porte-à-porte qui peut se développer, donc qui est vraiment porte-à-porte, contrairement aux navettes. Et le véhicule pourrait revenir la nuit, par exemple, tout seul au parking. Voilà. Donc on pourrait le laisser un petit peu n'importe où, donc du vrai porte-à-porte. Ça permettrait aussi une certaine autonomie des seniors, des personnes malades, des handicapés. Et ça permettrait enfin un désenclavement des zones rurales qui sont aujourd'hui assez mal desservies. Par cette multiplication de navettes à la demande, ça permettrait de couvrir le dernier kilomètre, par exemple, de la gare à chez soi. Voilà, on vous remercie pour votre attention. Donc, on a mis des références, 3 pages de références qui seront sur le site Arpège bientôt. Et on attend donc vos questions. Eh bien, merci Béatrice, Stéphanie et Jean-Marie pour cette présentation, je dirais vraiment très complète et très très claire. Il y a eu plusieurs